Bonjour Virginie. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on t'accueille pour la sortie de ton documentaire « Belle-mère, la place empoisonnée », donc le 19 mars sur Téva. C'est ça. Je vais commencer direct avec le nom « Belle-mère, la place empoisonnée ». C'est vrai que le nom belle-mère, marâtre, sorcière, c'est toujours quelque chose qui est encore compliqué à assumer en 2025. Ah oui, encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, mais même il y a beaucoup de belles-mères que j'ai rencontrées qui me disent « j'aime pas trop qu'on m'appelle belle-mère ». Parce que ouais, derrière, tout de suite, c'est la méchante marâtre de Cendrillon. Exactement. C'est celle qui veut du mal aux enfants, quoi. Oui, ça a une image connotée négative, ou alors c'est la mère de notre conjoint. Donc c'est pareil, c'est un petit peu compliqué de se positionner sur ce mot. Déjà, c'est un vrai problème, c'est que on n'a pas un mot qui nous définit nous, alors qu'en anglais, il y a mother-in-law et stepmother qui définissent vraiment deux personnes différentes. Moi, là, quand je parle de mon documentaire, je dis toujours belle-mère, la nouvelle femme du père. C'est quand même fou. C'est vrai que chez nous, ça résonne pas mal chez Parents Épuisés, parce qu'on a sorti un podcast qui s'appelle Belle-mère épuisée et sur lequel on a passé des heures à chercher le nom, justement parce que belle-mère n'est pas que la nouvelle femme du conjoint. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, on est parents épuisés, les gens vont quand même comprendre. Mais très vite, on a ressenti aussi dans les interviews qu'on a menées, et peut-être que tu vas nous en parler, rien que la définition en fait de ce mot résonne en fait avec la place aussi qui n'est pas claire. De toute façon, tout ce qui n'est pas nommé clairement, c'est qu'il y a un flou derrière. Et en fait, quand on devient belle-mère, en tout cas nouvelle compagne du père, c'est la grosse question. Qui suis-je? Quelle est ma place? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Enfin, et en fait, j'ai l'impression que c'est pas seulement au début, c'est un peu tout au long de sa carrière de belle-mère. la carrière. C'est ça qu'on se pose cette question. Moi encore, ma belle-fille, aujourd'hui, elle a 21 ans, mais du coup, maintenant, très honnêtement, je la considère comme ma fille. Enfin, voilà. Donc, je me permets de lui dire des choses, mais parfois, avec le recul, je me dis, OK, je suis pas sa mère. Est-ce que, en tant que belle-mère, j'ai le droit de lui donner mon avis, quoi? On a aussi un changement sociétal qui s'est quand même opéré ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les belles-mères de 2025, c'est pas nécessairement celles des années 80, ne serait-ce que la garde alternée qui est arrivée de plus en plus. C'est pas encore le modèle familial le plus répandu chez les personnes séparées. Mais c'est vrai que par rapport aux années 80 où il y avait un week-end sur deux chez le papa, aujourd'hui, la charge qui est attribuée à la belle-mère est bien plus importante. Oui, et puis de toute façon, même si on a l'impression que la société évolue, il n'empêche que souvent, même dans les couples, on va dire modernes, naturellement, la femme s'occupe quand même beaucoup du foyer, des courses, des lessives, de plein de choses. Et ce qui fait que, d'autant plus quand il y a un enfant partagé, on va pas faire des courses pour notre enfant à nous et pas pour nos beaux enfants. Enfin, et ce qui fait que ça nous retombe dessus d'une manière ou d'une autre. Oui, j'en profite sur le « ça nous retombe dessus ». Sur le documentaire, il y avait « Tu es la responsable du moindre pet de travers dans la famille recomposée. Tout ce que tu pourras dire sera retenu contre toi ». C'est assez fort. C'est souvent ce qu'on entend. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'adolescents. Si, par exemple, il y a un beau-fils ou une belle-fille qui est adolescent, à cet âge-là, le but d'un adolescent, c'est de s'opposer à ses parents. Par exemple, la belle-mère, elle est idéale parce qu'on peut s'opposer à elle au lieu de s'opposer à sa mère. Il n'y a pas autant de conséquences, on va dire. C'est le punching ball. On pratique la parentalité sans la reconnaissance sociale qui va avec. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté, toi aussi? Alors, moi, j'ai eu cette chance que dans ma famille, recomposée dans ma famille au sens large, tout de suite, mon compagnon m'a donné une place en me disant, voilà, on est une famille et donc, toi aussi, tu as ton mot à dire et à gérer, y compris la discipline, le comportement dans les repas, l'école, etc. Et ma famille de sang, c'est-à-dire mes parents et ma sœur, sont extrêmement bienveillants et donc ont toujours compris l'investissement que je mettais dans cette petite fille que j'ai connue quand elle avait 4 ans. Mais c'est vrai que autour de moi, quand je disais non, je peux pas sortir, je peux pas aller dîner parce que c'est la semaine où on a Eléa, mes copines, surtout au début, elles comprenaient pas. Enfin, t'es pas sa mère en fait, c'est bon, elle a un père. Si t'as envie de t'amuser, tu viens. Et en fait, à la fois, on me reprochait,
quand je sortais, c'était ah oui, donc tu laisses ton compagnon tout seul avec sa fille. Et quand tu sors pas, c'est oui, bah tu te prends pour sa mère en fait, mais t'es pas sa mère. Oui, c'est finalement ce statut où on te reproche de vouloir créer une famille avec quelqu'un qui, de fait, en avait déjà une. C'est ça. Et puis en fait, quoi qu'il se passe, t'as tort. Soit t'en fais trop. Et tu te prends pour la mère, tu oses gérer des choses qui ne sont pas à toi. Soit t'en fais pas assez et du coup t'es vraiment une ingrate parce que quand même cet enfant il demande que ça. Donc en fait on a toujours tort. Et dans ce documentaire, est-ce que tu as rencontré des femmes qui avaient réussi à passer ce cap et à faire fi de ça? Est-ce que tu sens qu'au bout de, voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle au bout de quelques années, on passe de l'autre côté, on s'y fait, comment ça se passe? Alors en tout cas en ce qui me concerne, je suis très heureuse et j'ai une relation hyper apaisée avec ma belle-fille, avec la mère de ma belle-fille. Enfin, moi, je suis ravie de ma famille élargie. C'est une nouvelle façon de faire famille et vraiment, on s'aime tous, on s'entend bien. Ce qui m'a marqué dans ce documentaire, c'est que au début, j'avais peur de pas avoir de personnes qui oseraient s'exprimer ou surtout à la télé, etc. Et en fait, très honnêtement, j'ai reçu même des appels de gens que je n'avais pas sollicités, des femmes qui, en fait, se sentent complètement invisibilisées par la société, qui se disent là, enfin, je vais pouvoir parler de ce que je ressens, de tout ce que je fais et qu'on voit pas, et des douleurs qu'on m'inflige sans forcément vouloir le faire. Mais souvent, les pères, ils veulent pas se fâcher avec leurs enfants et ni avec leur ex, parce que ça peut vite devenir l'enfer. Et à la fin, c'est quand même la belle-mère qui trinque, quoi qu'il se passe. Oui, c'est elle qui fait les efforts, en fait. C'est ça. Dans ton documentaire, on l'a ressenti, et puis nous, dans le podcast, on l'a ressenti aussi, qu'il y avait une grande responsabilité quand même du papa dans l'accueil, justement, de ce nouveau rôle. Et malheureusement, bien souvent, beaucoup de lâcheté, qui fait qu'il y a une mise en retrait. Donc, il y avait, si je dis pas de bêtises, une psychologue dans ton documentaire qui disait que voilà, les papas avaient une forme de culpabilité auprès de leurs enfants de s'être séparés de la mère des enfants, et que de fait, prenaient un peu ce recul et puis regardaient les choses se passer sans prendre forcément ni parti pour l'un et pour l'autre, mais en fait, de fait, ça crée des conflits. Ce qu'on appelle souvent les papas Disneyland. C'est-à-dire que, en fait, ils culpabilisent soit d'être partis, soit juste que le couple initial n'ait pas marché. Et du coup, ils veulent que ce soit toujours à la fête chez eux quand il y a les enfants. Et donc, ils veulent jamais rentrer en conflit, etc. Et donc, soit c'est le why à la maison. Oui. Soit c'est le conflit avec la belle-mère qui laisse pas passer, quoi. Il y avait quelqu'un qui disait dans ton documentaire l'invisibilité sélective. Quand on a besoin, on sort la belle-mère du placard et ensuite on l'y remet. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ce que ressentent la plupart des belles-mères, c'est de se dire dans l'absolu, j'existe pas, mais de temps en temps, quand c'est nécessaire, j'en sais rien, par exemple, si un soir par semaine, il faut garder l'enfant ou les beaux-enfants, on ne comprend pas qu'on dise ah bah non, moi, je dois travailler, moi, j'ai tennis. Alors que le reste du temps, on nous demande de ne pas exister parce que on n'est pas la mère, donc on n'a pas à aller à la kermesse, on n'a pas à aller aux réunions parents-prof et aucun problème. Mais du coup, à l'inverse, on exige de nous des choses qui normalement n'incomberaient qu'aux parents, quoi. Et d'ailleurs, dans ces choses qui incombent aux parents et sur lesquelles les belles-mères ont finalement peu de poids, il y a tout le côté législatif. Au final, au niveau de l'école, on n'existe pas. Parfois, les enfants sont arrivés dans cette famille recomposée tout petits. Ils ont été élevés par cette fameuse belle-mère qui ne peut pourtant pas, chez le médecin, à l'école, etc., avoir ce rôle de pouvoir signer et de prendre une décision. Oui, exactement. En fait, ça peut très bien se passer à la maison, mais au quotidien, il y a des faits qui nous renvoient au fait qu'on n'est personne. Et jusqu'à si jamais il y a une rupture, qu'est-ce qu'on devient? Parce qu'il y a des belles-mères qui, pendant 15 ans, aiment leurs beaux-enfants et s'entendent hyper bien avec eux. Et s'il y a une rupture un peu difficile avec le papa, du jour au lendemain, on peut les perdre. Oui, on ne les voit plus. C'est ça. Et ça, d'ailleurs, tu en as rencontré une dans ton reportage qui disait qu'elle avait encore des relations avec certains, mais pas tous. Bon, ça, c'est le choix de l'enfant aussi qui peut-être, pour une fois, peut choisir. Parce que c'est vrai que
le choix de la famille recomposée, à l'origine, c'est pas celui de l'enfant. Et en effet, quand il devient adulte... Alors, quand ils deviennent adultes, oui, c'est effectivement le choix des enfants et voilà. Après, parfois, ça se passe quand ils sont plus jeunes et du coup, ça peut être aussi une vengeance du père. Oui. Si c'est toi qui es parti, du coup, puisque c'est ça, tu verras plus mes enfants. Ça peut être aussi des enfants qui sont manipulés de l'autre côté quand c'est conflictuel. Après, j'ose espérer qu'il y a plein de pères et belles-mères qui sont très intelligents et que quand il y a des liens forts qui sont créés, on peut continuer à revoir les beaux enfants. Mais en tout cas, je sais que moi, ça a longtemps été une angoisse de me dire, enfin voilà, on sait jamais ce qui peut se passer dans un couple et de me dire, voilà, cette petite fille que j'aime et que je contribue à élever, qu'est-ce qui se passe si dans 2 ans, je me sépare de son père, quoi. Et tu avais réussi à en discuter? Après, je ne sais pas si on s'était séparés, comment est-ce que ça se serait passé, mais je sais que lui m'avait dit que de toute façon, j'avais toute la place auprès d'Eléa, donc elle s'appelle Eléa, et que évidemment il espérait que quoi qu'il se passe, ce lien ne serait jamais rompu. Et même la mère d'Eléa m'avait un jour dit, enfin voilà, que je faisais partie de l'équilibre de sa fille et que de toute façon elle espérait effectivement que je serais toujours dans la vie de sa fille d'une manière ou d'une autre. Donc nous c'est un peu les bisounours à la maison. Je te rassure, j'ai la situation bisounours aussi de mon côté, mais c'est vrai que lors des interviews qu'on a pu mener avec toutes ces belles-mères, le royaume des bisounours existe très rarement et on se rend très vite compte qu'en fait, ce sont des histoires d'adultes. C'est rarement des adultes bisounours face à un enfant en crise. C'est-à-dire que l'enfant soit va répercuter des choses qu'il a entendues chez sa mère, etc., soit va faire payer à son père une certaine situation. C'est vrai qu'on se rend compte souvent que les enfants sont tributaires d'adultes qui n'ont pas réussi à bien se séparer finalement. Ça, c'est beaucoup de spécialistes de la question disent en fait quand ça se passe mal entre un beau-parent et les beaux-enfants, les responsables, c'est ni le beau-parent ni le bel-enfant, c'est soit le père, soit la mère, soit les deux, mais en tout cas, c'est vraiment l'influence du couple parental à l'origine qui crée les conditions d'une bonne relation ou pas, quoi. Et donc justement, en parlant de l'ex, il y a quelqu'un qui dit dans ton reportage le passé est présent. Alors, en tant que mère, on est quand même ravis d'exister encore. Heureusement que le passé est encore présent, mais c'est vrai que pour la belle-mère, que ça se passe bien ou pas bien, c'est pas anodin, quoi. Les retombées sont assez énormes. Et puis déjà, rien que dès le début, moi, je viens d'une famille très classique. Mes parents ont 70 et 71, ils sont toujours ensemble. Voilà, il y avait pas de divorce chez moi, pas de famille recomposée. Et moi, dans mon idéal, j'imaginais pas que mon mec allait avoir au téléphone ou en vrai son ex toutes les semaines pour parler de leur enfant ou plus. Enfin, je veux dire, quand on commence une histoire d'amour, on se dit pas, voilà, on va aussi encore avoir l'ex de son mec. Donc déjà le postulat de départ est là. Donc la vraie question c'est voilà, est-ce que je suis prête à ça? Et si je vais dans cette relation, il faut l'accepter. La mère est là, elle a eu une histoire avec mon compagnon, elle a une histoire avec ses enfants. Je ne peux pas lutter contre elle. Enfin, c'est impossible. Donc, elle fera partie du paysage, elle décidera d'où j'habite, parce que moi, je n'avais pas décidé d'habiter à cet endroit-là. Elle décidera de mes dates de vacances, elle décidera de l'organisation de mes week-ends. Alors, est-ce qu'on est prête ou pas? Mais en tout cas, on ne pourra pas lutter contre ça, ou sinon, c'est rendre tout le monde malheureux. Donc, oui, bien sûr. Devenir belle-mère, ça veut dire ça. Et effectivement, on le voit aussi, il y a une psychologue dans ton reportage qui dit il ne faut pas être... je sais plus si c'est exactement formulé comme ça, mais il faut pas être narcissique quand on est belle-mère. Il faut pas avoir une blessure à réparer en soi avec un ego trop important parce qu'en fait, en effet, la jalousie va sinon s'installer, etc. Et c'est un combat perdu d'avance. Enfin, la mère des enfants restera toujours la mère des enfants. Donc c'est vrai que... Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des femmes qui effectivement ont vécu des choses qui font qu'elles auraient besoin d'exclusivité. Mais exclusivité avec le père et peut-être aussi exclusivité avec les enfants. Or, ça n'arrivera jamais et c'est pas à souhaiter que les beaux enfants nous aiment plus que leur Bien mère. sûr, c'est pas exactement. possible. Et si c'est le cas, c'est vraiment très triste pour eux. Donc ça, il faut savoir l'accepter, quoi. Mais c'est pas toujours évident. Non. C'est effectivement, j'imagine, une petite mécanique.
Jusqu'où on peut, doit s'impliquer quand on est belle-mère. La frontière, finalement, elle est assez compliquée à trouver. Est-ce que je donne tout, je les aime comme mes propres enfants? Est-ce que je prends un peu de recul? T'en parlais tout à l'heure parce que peut-être que je serai pas là tout le long de leur parcours, etc. Est-ce que finalement s'impliquer trop, c'est pas prendre trop de balles perdues non plus? Et en même temps, être trop en recul, c'est pas passer pour celle qui veut pas accepter les enfants d'une précédente union. C'est comment on fait, en fait? Bienvenue dans le cerveau des belles-mères. C'est vraiment, moi, ce sont les questions auxquelles j'avais besoin de répondre un peu toute ma vie, quoi, parce que, encore une fois, moi, j'avais 0 modèle. Et en fait, ces questions, j'avais un peu honte d'en parler parce que moi, je n'avais pas de copine belle-mère à l'origine. Et en fait, personne ne pouvait comprendre. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai tâtonné, j'ai tenté des trucs. Après, il se trouve que cette petite fille était assez en demande que je m'implique. Donc, en fait, moi, je me suis laissée happer. Alors, peut-être trop. En plus, j'ai un modèle de mère qui est un peu parfaite. Enfin, ma mère est super. Elle fait énormément de choses pour nous. Elle a fait énormément de choses pour nous. Donc, ce modèle, je l'ai répliqué en faisant énormément de choses aussi. Mais après, je sais pas du tout si c'est la bonne solution. Et quand je posais la question à mon compagnon, tu fais ce que tu veux. Mais après, on se mouille pas. C'est ça, tu fais comme tu le sens. Je te remercie, mais en fait, t'attends quoi de moi? Mais j'attends rien. Ok, bon, je vais le faire un peu comme ça. Et en fait, en vieillissant, j'ai eu de plus en plus de copines qui sont devenues belles-mères et qui ont commencé à me parler. Et en fait, on avait toutes les mêmes interrogations. Et oui. Et après, j'ai discuté avec des chefs, enfin même mes chefs au travail, qui sont pour moi des femmes hyper accomplies, hyper fortes. Et quand elles ont su que j'étais belle-mère, elles m'ont raconté leurs interrogations aussi. Je me dis, ok, donc si même ces femmes de pouvoir se posent des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être belle-mère, c'est qu'il y a quand même un sujet et qu'il faut quand même qu'on en parle. Ah, complètement. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les belles-mères qui ont déjà des enfants ou celles qui découvrent la parentalité via la famille recomposée? Je pense que c'est vraiment très différent. Parce que je pense que quand on a déjà des enfants, on existe en tant que femme et en tant que mère, déjà. Et que, du coup, même si l'ex est là, l'ex qui est elle aussi mère, en fait, il n'y a pas de déséquilibre. Oui. Ces femmes sont accomplies sur tous les points, etc. Moi, je n'ai pas encore d'enfants à moi. Et j'ai d'autres personnes que j'ai rencontrées. Il y a vraiment une grosse question de légitimité. Parce que, moi, je me disais, on va se dire, elle y connaît rien, quoi. Elle sait pas comment élever un enfant. Donc, j'avais peur que tout ce que j'allais faire, on allait me dire, mais non, laisse tomber, reste à ta place, tu sais pas t'occuper d'enfants. La preuve, t'en as pas. Donc, reste dans ton coin. Et donc, je pense que cette quête de la légitimité est encore plus forte chez une femme qui n'a pas d'enfant. Et c'est vrai que dans l'un des témoignages, on le ressent, il y a aussi cette question de, finalement, on est quand même toujours en compétition d'une manière ou d'une autre avec la mère, et de se dire, voilà, elle au moins, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant avec lui, et du coup, moi, je suis quoi? Notre lien, c'est quoi si on n'a pas d'enfant, quoi? Donc ça, c'est une question très importante, je pense. Peut-être qu'on se sent un peu moins en compétition avec la maman si nous-mêmes, on a ce rôle en face. C'est-à-dire que si on a nous-mêmes des enfants, ça veut dire qu'on a potentiellement une famille. C'est ça. Enfin, de l'autre côté, une autre. Il y a encore une famille recomposée. Voilà, il y a une autre belle-mère de l'autre côté. On peut peut-être plus facilement se dire, ok, là, je suis la belle-mère, mais dans l'autre situation, je suis la mère face à une autre belle-mère. Peut-être que ça peut, chez certaines, générer un peu plus d'empathie, on va dire. Oui, je pense aussi. Et puis même dans la relation aux enfants, c'est-à-dire que quand tu n'as pas d'enfants, quand il y a que les beaux enfants, s'ils te rejettent, tu peux le prendre vraiment pour toi. Je ne sais pas faire avec les enfants, ces enfants m'aiment pas, etc. Quand t'es mère, en fait, t'as déjà tes enfants à gérer. Tu sais que t'as cette relation avec tes enfants. Tu sais comment sont les enfants aussi et que parfois ils peuvent être injustes et c'est pas grave et ça n'implique pas la fin du monde. L'ingratitude, c'est pas dans le package. Je pensais. On m'a trompée. On m'aurait menti. Il y a une autre question qui est assez importante dans le documentaire et c'est vrai que je ne l'avais pas identifiée en amont, c'est la charge financière. Parce que c'est vrai que, c'est déjà un gros sujet dans un couple classique. Il y a des tas d'études maintenant aujourd'hui sur le sujet qui montrent quand même un gros déséquilibre, surtout à l'arrivée des enfants.
Et c'est vrai que quand on prend le rôle de belle-mère et que donc on se met à habiter conjointement avec le compagnon et ses enfants, comment se passe la gestion financière? Ça, c'est vraiment un vrai souci et un angle mort, et on sent un vrai tabou, parce que j'en ai beaucoup parlé donc avec Anaïs Richardin qui a une newsletter sur le sujet entre autres, et donc que j'interviewe dans le documentaire. Et en fait, quand arrive la question de l'argent, on nous oppose toujours les sentiments. C'est-à-dire que ah oui, tu veux pas payer pour mes enfants, bah c'est que tu les aimes pas. Alors que ça n'a rien à voir. C'est juste une question d'égalité, d'équité. Mais donc, il y a beaucoup de couples qui n'osent pas aborder la question, beaucoup de femmes qui n'osent pas je veux dire, il y a déjà tellement de sujets de conflit que si en plus on remet ça sur le tapis, ben, on repart pour un tour. Mais le fait est que, par exemple, quand on loue un appartement, et oui, si on a des chambres. Il faut des chambres, chose qu'on n'aurait pas prise si on n'avait pas les beaux enfants. Or, souvent, si on travaille, logiquement, on partage le loyer en deux. Quand on fait les courses, souvent encore, ce sont les femmes qui gèrent les courses d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas faire ses courses pour elle et laisser le papa faire les courses pour les enfants. Enfin, c'est pas jouable. Et c'est ce qu'on voit dans les couples hétéros en général, où les femmes font les dépenses du quotidien, mais qui, du coup, ne sont pas des investissements. Il y a un nom pour ça, il me semble, c'est... Oui, c'est ça, c'est la théorie du pot de yaourt. La théorie du pot de yaourt, voilà. C'est ça, c'est que les femmes achètent les pots de yaourt, le quotidien, etc., mais ça ne reste pas. Et les hommes, eux, vont acheter la voiture, acheter le scooter, acheter éventuellement l'appart. Et à la fin, si jamais, malheureusement, il y a une séparation, les pots de yaourt, on peut pas investir là-dessus, alors que la voiture, la maison, tout ça, ça fait déjà un apport pour le reste, quoi. Donc, quand on est belle-mère, cette inéquité, on le vit aussi, mais on le vit pour des enfants qui ne sont pas les nôtres et qui, du jour au lendemain, peuvent nous être enlevés, en tout cas à la rupture. Donc ouais, il y a une charge financière supplémentaire et invisible. Et qu'est-ce que tu as réalisé en faisant ce documentaire? Est-ce qu'il y a des choses que ton expérience à toi n'avait pas encore levées et que en rencontrant ces femmes, tu t'es dit Alors déjà, j'ai vraiment ressenti beaucoup de souffrance d'une partie de ces femmes. Ça m'a beaucoup marquée parce que, en fait, je me dis, mais comment elles font? Parce que leur couple dure. Oui, malgré ça. Malgré ça, c'est vrai qu'il y a quand même, c'est assez impressionnant. Alors après, on a quand même des femmes qui nous ont dit, si c'était à refaire, je referais pas. Oui. Je referais pas, il faudrait m'arrêter tout de suite avant que je tombe amoureuse, je referais pas. Le parcours finalement en valait pas tant la chandelle sur les souffrances engendrées, mais c'est vrai qu'il y a, la plupart des femmes qu'on a interviewées sont encore dans cette configuration-là. Donc je sais pas si elles serrent les dents jusqu'aux 18 ans de l'enfant, mais c'est vrai que en général elles y sont encore, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Après, effectivement, moi le côté financier, bon, je fais partie des bisounours. Je m'étais jamais posé la question. Pour moi, c'était une évidence qu'on partage la vie, on partage tout le reste, et que si j'avais décidé d'aimer cet enfant, bien sûr, je participais à quasi tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que vraiment c'était un sujet. Et ce qui m'a assez marqué aussi, c'était les belles-mères lesbiennes. Et ça, en fait, j'avais pas du tout réfléchi à ça, mais c'est vrai que quand Bertie me dit, moi, en fait, nous, on est à égalité parce qu'elle l'a pas porté non plus. Et là, je suis un peu jalouse. C'est vrai. Oui, et puis elle disait aussi que, mine de rien, sa compagne était déjà très impliquée dans l'éducation des enfants. Elle mettait un petit tacle au père en disant, bon, nous, de toute façon, on n'est que des femmes, donc tout le monde s'occupe tout le monde s'occupe des enfants. Donc, c'est vrai que j'imagine que la configuration est un peu différente. En plus, avec un vide juridique qui a perduré quand même encore très longtemps et qui a encore beaucoup de failles. C'est-à-dire que même pour la mère des enfants, c'est déjà pas simple. Donc pour la belle-mère d'enfants dans ces cadres-là, oui, j'imagine c'est pas aisé. Mais en même temps, elles sont tellement déjà à la base en dehors de la famille hétéronormée traditionnelle que finalement, les choses sont beaucoup plus vite acceptées. Enfin, c'est un fait et c'est comme ça. Alors que nous, encore aujourd'hui, on va peut-être en parler, mais le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait toujours pas de statut de beaux-parents,
alors qu'il y ait quand même 50% des couples qui C'est fou, parce que c'est ça qu'on se dit, c'est que on a l'impression que, bah voilà, qu'on est encore un peu dans cette image des années 80 où quand on allait chez son père, bah on n'était pas vraiment chez soi parce qu'on y allait un week-end sur 2 et que finalement c'était chez son père et sa belle-mère, etc. Bon, là, il y a quand même des modèles familiaux qui sont transformés, qui concernent près d'une famille sur 2, et pourtant. Et pourtant, c'est pas comme si nos présidents, ils étaient pas beaux-pères. Oui. Parce qu'en fait, les 3 derniers présidents, ils sont tous beaux-pères. C'est vrai. Donc effectivement, on se parle de statut qui n'a pas de légitimité légale aujourd'hui, ni en cas d'achat, etc. Il y a quand même des choses où il faut faire très attention quand on est belle-mère. On ferait mieux de se marier finalement. Alors oui, déjà, mais même par exemple pour la transmission, c'est-à-dire que, enfin voilà, moi ma belle-fille maintenant ça va faire 17 ans que c'est ma belle-fille. Si jamais demain il m'arrive quelque chose, mais j'aimerais pouvoir lui transmettre des choses. Or en fait c'est quelqu'un qui n'existe pas dans ma famille légale. Et donc pour l'instant, la seule solution, ce serait que de faire une adoption simple. Chose que sans doute on arrivera à faire nous parce qu'il faut l'accord de l'enfant. Quand l'enfant est mineur, il faut l'accord des 2 parents aussi. L'enfant garde toujours ses 2 parents naturels, mais il y a une personne supplémentaire qui vient s'ajouter en adoption simple et qui peut du coup lui transmettre un héritage si jamais il lui arrive quelque chose. Mais je veux dire, on est obligé de passer par ces subterfuges-là pour pouvoir avoir un lien juridique avec ces enfants qu'on élève au quotidien, quoi. Ce n'est pas la même situation pour les beaux-pères. Tu en parles aussi dans le documentaire et j'aimerais qu'on finisse là-dessus. C'est quand même fou et ça dit beaucoup de choses de notre société que ce soit encore les femmes, parce que finalement, et il y a un papa qui en parle très bien, le beau-père c'est le héros, il vient jouer et tout est cool, mais la belle-mère ça reste la sorcière quoi dans le beau film. On attend que la belle-mère soit naturellement dans le soin, présente, qu'elle fasse des choses. Mais en même temps, tout ce qu'elle fait, c'est soit trop, soit pas assez. Et le beau-père, en fait, c'est un peu le sauveur de la mère qui déjà arrive et vient apporter des sous à ce foyer qui a sans doute été délaissé par un homme. Bah, en plus, il est sympa. Lui, il va pas faire à manger ou dire range ta chambre. Lui, il va emmener au foot, il va emmener au zoo, etc. Et donc, du coup, tout ce qu'il fait, c'est formidable. C'est un super-héros. Pour moi, c'est vraiment la continuité du patriarcat, en fait. Mais c'est encore un pan méconnu du patriarcat vu qu'on ne parle pas des belles-mères. Eh ben, en tout cas, merci Virginie de nous avoir rejoints pour parler de ton documentaire. Je sais pas, peut-être que tu travailles sur un autre documentaire maintenant. Je travaille sur un autre documentaire, mais pour l'instant, c'est encore pas vendu, donc donc on va rester. On attend le petit potin. C'est ça. Donc je rappelle qu'il s'appelle Belle-mère, la place empoisonnée, et qu'il sera disponible le 19 mars sur Teva. Exactement. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.